Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le module 3 de la formation à la vidéo à destination des églises. Dans les précédents modules, on s'est intéressé tout d'abord aux bases techniques et au matériel. Aujourd'hui, on va parler de la lumière. Avant de commencer, une petite chose, sachez que vous avez dans la description de la vidéo une carte heuristique, autrement appelée carte mentale, avec tout le plan de la session, donc tout le plan du module. Je sais que certains préfèrent écouter et suivre sur la carte plutôt que me regarder comme ça face caméra. Donc si vous voulez suivre ça, vous retrouvez ça dans la description de la vidéo. Il y a déjà eu 2 modules et pour celles et ceux qui veulent reprendre depuis le début, je vous laisse un lien dans la description, ça va aussi s'afficher quelque part par là-bas, vers la playlist qui regroupe l'ensemble de la formation. Comme je disais la fois précédente, c'est peut-être le dernier module un peu technique et un peu abstrait de cette formation, bien qu'à chaque fois j'essaie quand même de donner des éléments un peu concrets, comme lors du premier module, comment bien calibrer un téléphone en vue de faire des vidéos. Mais c'est vrai qu'on va encore aborder aujourd'hui des notions de lumière, donc de lumière naturelle, de lumière artificielle et surtout d'exposition. Pour commencer, on peut rappeler quelque chose, et la palisse n'aurait pas dû mieux, sans lumière, pas de vidéo. En fait, la lumière est quelque part la matière première de la vidéo, peut-être de même que la peinture est l'élément premier pour un peintre, le carbone ou le fusain est l'élément premier pour un dessinateur, ou que sais-je. Donc, pas de lumière, pas de vidéo. Évidemment, bon, à moins de tourner des choses avec des caméras thermiques, mais je crois qu'on n'est pas dans ce domaine-là dans la formation. Dans cette courte introduction, juste dire qu'on va s'attarder sur la lumière naturelle et la lumière artificielle aujourd'hui. La lumière naturelle, c'est celle qui est produite par le soleil, et qui a un avantage énorme, c'est celui de l'esthétique. On a parfois des lumières fantastiques avec la lumière naturelle et des spots pour filmer ou pour photographier qui sont idéaux, avec des jeux d'ombre qui arrivent par exemple vers la fin de journée à travers des feuillages, ou des teintes qui donnent vers le chaud, donc le rouge orangé, quand on est en fin de journée, c'est ce qu'on appelle les heures dorées. Bref, c'est une lumière qui est fascinante à travailler. En revanche, sa difficulté, c'est qu'elle est variable par définition. Vous avez peut-être entendu parler, si vous avez vu quelques making-of de films, des problématiques de scènes qui doivent être tournées au même moment pour que le raccord soit bon. Souvent, vous savez, il y a des faux raccords dans les films qui sont liés à des vêtements. Par exemple, une même scène est tournée sur 2 jours d'affilée, et le script ne fait pas gaffe et il laisse entrer en scène un comédien qui est fringué différemment pour une même scène. Il y a des faux raccords très célèbres, notamment même dans des grands films, comme notamment Le Magicien d'Oz, mais il y a aussi des faux raccords lumière, où parfois on peut voir qu'une même scène a été tournée à différents moments de la journée, alors que c'était censé par exemple être un seul moment d'une fin de journée au crépuscule. Bien sûr, aujourd'hui il y a énormément de moyens techniques au niveau de l'étalonnage pour pallier ce problème et faire en sorte qu'on a l'impression que c'est tourné au même moment, mais à notre niveau on n'a pas vraiment ces moyens, et même avec ces moyens d'ailleurs ça se voit un peu, quand une scène est un peu trop retravaillée au niveau de la lumière, il y a quelques incohérences, mais en tout cas voilà, pour résumer, la lumière naturelle, le bon point, c'est qu'elle peut être magnifique, vraiment magnifique, elle est gratuite surtout, voilà, et le point un peu plus compliqué, c'est elle est variable à travers la journée, et elle peut être plus compliquée à travailler, et surtout, on en dépend, quand on veut travailler en extérieur, qu'on s'était planifié depuis longtemps une bonne session de tournage en extérieur, et qu'il flotte ce jour-là, faut faire avec, ou plutôt faut faire sans. La lumière artificielle, c'est un peu l'inverse, à savoir que elle a rien de mirobolant, elle a rien de fascinant. Bien sûr, on peut la travailler. Certains youtubeurs mettent derrière eux des teintes LED, vous savez, avec des tubes à LED qui permettent de ressortir des couleurs. Bon, je vous en ai pas parlé dans le matériel parce qu'on est vraiment dans l'accessoire, mais malgré ça, globalement, elle a un aspect plus froid, la lumière artificielle. En revanche, elle a un avantage, c'est que on peut facilement la modeler. On verra dans ce module sur la lumière, donc où on va détailler un peu la lumière artificielle, et on va détailler ce qu'est l'éclairage en 3 points, donc une des bases de la vidéo. Ça permet d'avoir peu ou prou, pour une même scène, un résultat qui est presque garanti en termes de lumière. Avant de développer sur la lumière naturelle puis la lumière artificielle, on va faire un bon point là quand même sur ce qu'on appelle l'exposition, et qui est une base aussi bien en photo qu'en vidéo.
Pour rappel, une vidéo est constituée d'une suite d'images qui s'enchaînent assez rapidement pour donner une impression de mouvement. L'image est produite par un capteur, autrefois c'était des pellicules, mais là c'est un capteur qui est exposé un certain temps à la lumière. Soit le capteur est bien exposé, on dit qu'on est bien exposé, soit il y a trop de lumière qui arrive et on parle de surexposition, soit il n'y a pas assez de lumière et on parle de sous-exposition. Dans, je pense, 80 ou 90% des cas qu'on aura à traiter en église, il ne faut pas s'en faire, l'exposition est calculée et plutôt bien calculée aujourd'hui par les appareils modernes, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'un appareil hybride ou d'un réflexe. Du coup, on va surtout se pencher sur des situations et sur des éléments qui se rapportent à l'exposition et qui sont importants pour nous à prendre en compte. Pour la culture, et même si vous n'allez pas jusque-là dans vos vidéos, je pense qu'il est bon de voir ce qu'on appelle le triangle d'exposition. C'est une notion que connaissent les photographes, et si vous-même vous faites de la photo, vous pouvez même peut-être mettre avance rapide sur ce que je vais dire là. Parce que, ok, on expose un capteur à la lumière, il est sous-exposé, surexposé ou correctement exposé, mais comment on fait entrer de la lumière, plus ou moins de lumière, sur un capteur? C'est là où entre en scène le triangle d'exposition. En fait, l'exposition est contrôlée par 3 paramètres. Il y a tout d'abord la durée d'obturation, l'ouverture, et ensuite la sensibilité ISO. La durée d'ouverture ou durée d'obturation, ça on l'a déjà vu dans les bases techniques. C'est tout simplement le fait de faire entrer plus ou moins longtemps de la lumière sur votre capteur. Et il est conseillé, quand on filme à 25 images par seconde, d'avoir une durée d'obturation de 1/50 par seconde. Mais ça c'est un rappel, normalement vous le savez déjà. Le deuxième paramètre sur lequel on peut jouer pour faire entrer plus ou moins de lumière sur le capteur de la caméra, c'est ce qu'on appelle l'ouverture ou le diaphragme. L'ouverture du diaphragme, un terme aussi que connaissent bien les photographes. Et donc là, ce n'est pas une question de durée, comme on a vu sur le premier point, mais c'est une question de grandeur d'ouverture qui laisse passer plus ou moins de lumière sur le capteur. Enfin, le dernier paramètre, c'est la sensibilité du capteur. C'est ce qu'on appelle la sensibilité ISO. Là, je vais faire un parallèle, si vous vous souvenez peut-être du temps des chaînes hi-fi, au début de morceaux qui commencent très très doux, comme par exemple le Boléro de Ravel, avec un long crescendo, mais au début on n'entend quasiment rien. Donc, que fait-on quand on n'entend quasiment rien? On augmente le volume de la chaîne hi-fi. Et que se produit-il quand on augmente le volume de la chaîne hi-fi? On entend du... Alors, je vais un peu limiter, mais c'est du... C'est-à-dire, on entend du bruit. C'est-à-dire qu'on augmente en fait le signal de la chaîne pour qu'il détecte le signal de la musique qui est trop faible. C'est un peu ça la sensibilité ISO, c'est le troisième levier de notre triangle d'exposition. C'est après avoir réglé les deux autres, donc la durée d'obturation puis l'ouverture, on peut encore jouer, s'il n'y a pas assez de lumière, sur la sensibilité ISO. Alors, on ne peut pas jouer à volonté, sinon ce serait trop facile, il y a quand même une limite, mais on peut augmenter la sensibilité du capteur, et vous l'avez compris, la limite, c'est que, de même que quand vous augmentez trop le volume de votre chaîne hi-fi pour entendre quelque chose d'à peine audible, de même, si vous augmentez trop la sensibilité ISO, vous aurez ce qu'on appelle du bruit numérique sur votre image. Il se trouve que ces paramètres du triangle d'exposition ont une incidence directe sur l'image. Je vais très peu parler de la durée d'obturation parce que ça, on l'a bien vu. Mettez-vous vraiment dans la tête et si jamais vous pouvez le sélectionner sur votre appareil, filmez à 25 images par seconde et choisissez une durée au 50e de seconde. En gros, dites-vous que c'est un paramètre fixe auquel vous ne toucherez pas. Le deuxième paramètre du triangle d'exposition que j'ai évoqué, c'est l'ouverture. Elle se règle en général, hélas, pas sur les téléphones, même avec des applications tierces. Des applications tierces qu'on verra comme Filmic ou ProCamera permettent de régler la durée d'obturation, mais hélas, pas l'ouverture. Donc, pour un smartphone, il faut faire confiance au smartphone. En revanche, sur un appareil, que ce soit un réflexe ou que ce soit un hybride, vous pouvez régler cette ouverture du diaphragme et vous pouvez ainsi faire entrer plus ou moins de lumière sur votre capteur. Il y a une incidence directe sur l'image et qui est souvent très recherchée aussi bien en vidéo qu'en photographie, c'est que plus vous augmentez l'ouverture du diaphragme, plus vous réduisez la profondeur de champ, et donc plus vous obtenez ce qu'on appelle du flou d'arrière-plan. C'est-à-dire que la mise au point est faite sur votre sujet qui lui est net, et le reste, ce qui se trouve derrière lui, devient flou. La dénomination de l'ouverture est assez contre-intuitive. En fait, ça va du
plus petit au plus grand pour désigner une ouverture de la plus grande à la plus petite. Donc quand on est à F2 ou à F2.8, en fait, ce sont de grandes ouvertures. Quand on est à F5.6 ou à F8, c'est des ouvertures qui sont considérées comme moyennes. Et à partir de F11, enfin surtout F16, là on est à des ouvertures qui sont petites. Ouais, il y a beaucoup de trucs inversés comme ça, un peu comme les températures de couleur en fait. Plus vous augmentez dans la température de couleur, plus la couleur devient froide, vers les tons bleus, et plus vous baissez la température de couleur, plus vous allez vers les tons chauds, orange, rouge. Voilà, c'est ainsi. Donc vous l'avez compris, il se trouve qu'on n'augmente pas l'ouverture simplement pour avoir une bonne exposition d'image et avoir assez de lumière, c'est aussi pour une vraie recherche artistique et pour obtenir ce flou d'arrière-plan qui est souvent appréciable, que ce soit en interview ou alors même pour un portrait ou un face cam qu'on veut particulièrement bien travaillé et qui se passe notamment à l'extérieur. Là, je vous laisse, vous voyez l'image, c'est donc un extrait du documentaire Une église dans la ville. D'ailleurs, là, je vous laisse le lien dans les fiches et dans la description vers le documentaire si vous voulez le voir, qu'on a fait au temple de Cergy. Et là, c'est l'interview de Cédric. Et donc, voilà, vous voyez, il y a un flou d'arrière-plan, c'est-à-dire que Cédric est bien net, mais en revanche, l'arrière est plutôt flou. Alors, on le distingue quand même. J'ai quand même pas fait en sorte que ce soit complètement flou. On a du contexte, on voit la croix, on voit que c'est dans une église, mais ça rend quand même ça met en valeur la personne qui parle. Voilà, une fois fixé votre durée d'obturation au 50e de seconde si vous filmez à 25 images par seconde, une fois sélectionné l'ouverture que vous souhaitez pour avoir assez de lumière, avoir le rendu que vous voulez, il se peut que ce ne soit pas optimal en termes d'exposition et que l'image soit trop sombre. Dans ce cas-là, de même que vous augmentiez le son et de votre chaîne hi-fi pour qu'elle puisse capter même ce qui est très faible, vous allez augmenter la sensibilité de votre capteur en montant ce qu'on appelle les ISO. Rassurez-vous, les caméras modernes permettent de monter très facilement à 800 voire 1600 ISO quand vous filmez, d'autant plus que en général, et à moins de faire quelque chose qui sera consulté sur un écran de cinéma, mais le contenu est consommé, c'est assez moche, hein, le contenu est consommé, mais bon, c'est comme ça qu'on parle. Bref, le contenu est consommé sur des petits écrans, du coup, voilà, le bruit qui sera engendré par la montée en ISO ne se verra quasiment pas. J'ai évoqué là le cas où il n'y a pas assez de lumière et où on est obligé d'augmenter la sensibilité ISO, et là je suis sûr que vous l'aviez deviné, mais si on a le problème inverse, à savoir qu'une fois tout bien calculé sur la durée d'obturation et sur l'ouverture, on a trop de lumière, évidemment c'est là où il faut mettre une lunette de soleil à notre objectif, et c'est le filtre ND dont on a parlé dans le module 2 sur le matériel. On va maintenant parler de la lumière naturelle. Une première chose à éviter, alors ça va sans dire mais ça va mieux en le disant, c'est tout simplement de filmer à contre-jour. Pourquoi? La raison c'est que l'exposition est calculée sur l'ensemble de l'image. Du coup, si vous tournez à contre-jour avec un sujet que vous allez bien voir, en fait l'appareil va avoir tendance à considérer qu'il y a trop de lumière, et donc il va baisser l'exposition. Du coup, votre sujet sera tout sombre. Il faut savoir quand même qu'il faut, bon, je le rajoute, bon là je l'avais pas prévu, vous l'avez même pas sur la mind map, sur la carte heuristique, mais c'est juste que j'y pense maintenant, mais c'est que évidemment il ne faut pas filmer à contre-jour, mais évitez aussi de faire tourner une personne avec le soleil dans la figure. Parce qu'évidemment, là vous aurez pas de mal à faire une image avec une bonne exposition, le soleil éclaire bien la personne et tout, mais vous aurez la personne qui parle comme ça avec des yeux tout plissés, ce qui n'est pas agréable pour elle, et ce qui n'est pas un bon rendu en vidéo. Donc choisissez plutôt un coin ombragé. À ce titre, c'est vrai qu'en temps nuageux, c'est pas très apprécié parfois quand on veut faire une belle balade, mais en vidéo, c'est plutôt notre allié. Pourquoi? Parce que le soleil, justement, est une source lumineuse très directive et très forte. Or, quand il y a des nuages, les nuages font office de diffuseurs de la lumière, c'est-à-dire que la lumière dure du soleil est répartie et adoucie par l'effet des nuages qui font office, en fait, de réflecteurs géants. Du coup, on peut tourner à peu près n'importe où, et si vous savez, ce type de ciel avec des nuages vraiment constants à perte de vue, du coup, vous avez
une lumière constante pendant un bon bout de temps. On peut quand même employer des ustensiles pour améliorer la lumière quand on tourne en lumière artificielle. Par exemple, on peut déboucher une ombre en dessous parce que si l'ensemble est bien éclairé, la tête de la personne qui parle, de ce qu'on filme, en revanche, peut-être que le dessous sera un peu sombre. Du coup, là, sur l'exemple que vous voyez, c'est donc une interview d'Evan, et ben, j'avais débouché les ombres dessous avec un réflecteur. Là, Evan, en fait, il a un réflecteur qui est sous lui carrément, et qui réfléchit, alors, qui réfléchit pas de manière brute, hein, ça fait pas... vous savez, comme quand on met une lampe ici pour faire peur, quand on éteint la lumière et qu'on met la lampe sous le menton pour faire haha, vous avez peur, bon, ça fait pas ça quand même, mais ça permet de élégamment, je trouve, déboucher la lumière, tout en profitant de l'ensemble de la lumière naturelle, qui en plus était magnifique à ce moment-là. Ça, c'était tourné sur le campus de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. On finit aujourd'hui avec ce module qui est un peu dense, hein, j'en ai conscience, avec la lumière artificielle. Comme je disais dans l'introduction, la lumière artificielle permet de modeler vraiment la lumière comme on le souhaite, avec les outils notamment que je vous ai conseillé dans le module 2 sur le matériel. Un éclairage qui est très répandu et qui est devenu un classique, c'est l'éclairage en 3 points. À savoir que vous avez une lumière qui est grosso modo à 45 degrés de vous, là qui est la lumière principale. Vous avez une deuxième lumière en général moins forte pour apporter un contraste qui se trouve là sur votre gauche, et derrière vous, vous avez une lumière qui vous détourne. Donc, ce que je fais aujourd'hui, là, aujourd'hui même, ce n'est pas ça, moi je n'ai que 2 lumières, mais voilà, c'est le principe de l'éclairage en 3 points, c'est d'avoir 3 sources de lumière, une lumière principale, une lumière secondaire, et derrière, ce qu'on appelle une backlight, qui n'a pas réellement d'intérêt pour, pour l'éclairage fonctionnel, mais qui peut apporter une teinte sympathique de couleur. C'est ce qu'on a fait avec les interviews du documentaire « Une église dans la ville ». Par exemple, Cédric, là, il y a une photo arrêtée, et vous voyez, il a bien sur sa droite la lumière, qui fait office de lumière principale. Il a sur sa gauche le réflecteur qui fait office de lumière secondaire. Et on peut considérer que le mur du fond de l'église qui est léché par les projecteurs LED fait office de backlight. Pour plus de détails, j'ai fait un making-of en fait de ce documentaire, où je reprends des choses d'ailleurs qu'on a vues dans cette formation, alors en moins détaillé techniquement, mais en parlant quand même, mais ce point d'éclairage d'interview, je le détaille pas mal, donc le making-of du documentaire Une église dans la ville, je vous laisse là dans la description de la vidéo, où ça s'affiche là. C'était assez dense, j'en ai conscience, mais voilà, on en a fini pour vraiment la théorie, c'est-à-dire le matériel à acheter, pourquoi l'acheter, les bases techniques, l'éclairage. Maintenant, les prochains modules vont être quasiment que du pratique. Alors, je serai aussi comme ça face caméra, mais on ira sur le terrain. Et on ira sur le terrain, notamment pour la prochaine vidéo, comment bien filmer une prédication, bien filmer un culte. Alors, on va surtout voir la prédication, mais là, voilà, on ira sur le terrain. Je vous montrerai comment je place la caméra, pourquoi je la place là. On parlera aussi de ce qui est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire quand on filme un culte, et comment bien prendre le son, avec tout ce qui peut être compliqué, de difficultés quand on a à filmer une prédication. Voilà, ça va s'afficher là quand ce sera tourné, donc on se retrouve là-bas, ou peut-être dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.